Bonjour les amis. Dans l'obscurité vaste et gelée du système solaire externe, où le Soleil n'est qu'une étoile lointaine et brillante, il y a des mondes qui devraient être silencieux. Mais ils ne le sont pas. Ils murmurent la chaleur là où il ne devrait pas y en avoir. Ils murmurent une chimie complexe. Et plus profondément encore, ils murmurent des océans. Sous des kilomètres de glace solide sur Europe, la lune de Jupiter, il pourrait y avoir un océan plus grand que tous ceux de la Terre réunis, un océan chaud, salé, et qui pourrait contenir les éléments constitutifs de la vie. Du pôle sud d'Encelade, la lune de Saturne, des geysers d'eau jaillissent dans l'espace, nous offrant un échantillon direct de sa mer souterraine. Et sur Titan, un monde enveloppé d'une brume orange, des mers de méthane liquide et un océan d'eau cachée laissent entrevoir la possibilité d'une vie telle que nous ne la connaissons pas. Les preuves s'accumulent, la recherche est lancée. Notre premier arrêt est une lune qui fascine les scientifiques depuis des décennies, Europe. Orbitant la colossale planète Jupiter, Europe, à première vue, semble d'une simplicité trompeuse. C'est l'un des objets les plus lisses du système solaire, une sphère de glace d'un blanc éclatant et d'un brun rougeâtre, couverte d'une mosaïque déroutante de fissures et de crevasses. Ces longues lignes arquées, appelées linéae, sillonnent le globe comme une assiette de porcelaine brisée. Elles sont le premier indice qu'Europe est tout, sauf une simple boule de neige. Elles suggèrent une histoire dynamique, une surface qui a été tirée, tordue et brisée maintes et maintes fois. Lorsque les sondes voyagées sont passées dans les années 1970, elles nous ont offert nos premiers gros plans, révélant ces étranges fissures et une absence surprenante de cratères. Un monde vieux de milliards d'années devrait être couvert de cicatrices d'impact. Le fait qu'Europe n'en ait pas implique que sa surface est jeune, constamment remodelée par le dessous. Mais comment ? Qu'est-ce qui pourrait être assez puissant pour effacer les cratères et fracturer une croûte de glace de plusieurs kilomètres d'épaisseur ? La réponse est venue de la mission Galileo en 1995. Alors qu'Europe orbitait à travers l'immense champ magnétique de Jupiter, le magnétomètre de Galileo a détecté quelque chose d'étonnant. Un champ magnétique secondaire induit à l'intérieur d'Europe elle-même. Pour que cela se produise, quelque chose à l'intérieur de la Lune devait être électriquement conducteur. Et le meilleur candidat pour un tel conducteur, à cette échelle, est un océan massif, s'étendant sur tout le globe, d'eau liquide salée. Cette découverte a changé la donne. Soudain, Europe est passée d'un désert gelé à un candidat de premier plan dans la recherche de la vie. Les preuves suggèrent qu'il ne s'agit pas d'une petite poche d'eau, mais d'un océan colossal, potentiellement de 100 à 160 km de profondeur, caché sous une carapace de glace de 16 à 24 km d'épaisseur. En volume, l'océan d'Europe pourrait contenir plus de 2 fois la quantité d'eau de tous les océans de la Terre réunis. Mais un océan seul ne suffit pas à la vie. Il lui faut de l'énergie. Sur Terre, la plupart des êtres vivants tirent leur énergie du Soleil. Mais la lumière du Soleil ne peut pas traverser des kilomètres de glace. Alors, d'où vient l'énergie ? La réponse est l'immense gravité de Jupiter. Europe est prise dans un bras de fer gravitationnel. Alors qu'elle suit sa trajectoire légèrement elliptique, elle est constamment étirée et comprimée par Jupiter et également tirée par les lunes voisines, Io et Ganymède. Cette flexion constante est un processus appelé chauffage par les marées. Si vous pliez un trombone plusieurs fois, il chauffe. Imaginez maintenant cela à l'échelle planétaire. Ce four interne est plus que capable de maintenir un océan liquide et pourrait alimenter une activité géologique sur le fond marin. Cela nous amène à l'une des possibilités les plus excitantes, les cheminées hydrothermales. Sur les fonds océaniques de la Terre, loin du Soleil, nous trouvons ces incroyables oasis de vie. Ici, de l'eau surchauffée et riche en minéraux jaillit des fissures de la croûte. Au lieu de la lumière du Soleil, la vie ici est alimentée par des produits chimiques, un processus appelé chimiosynthèse. Si de telles cheminées existent sur le fond marin d'Europe, et le modèle de chauffage par les marées suggère fortement qu'elles pourraient exister,
Elle constituerait un environnement parfait et riche en énergie pour que la vie puisse émerger. Le troisième ingrédient est la chimie. Nous savons qu'Europe possède de la glace d'eau. La matière brun-rougeâtre qui tache ses fissures est censée être des sels et des composés soufrés provenant de l'océan sous-jacent. Plus récemment, le télescope spatial James Webb a trouvé des preuves solides de dioxyde de carbone à la surface, concentré dans une zone géologiquement jeune. Les scientifiques pensent que ce CO2 doit provenir de l'océan, suggérant une façon pour les produits chimiques essentiels à la vie de circuler entre la mer et la surface. Et l'histoire devient encore plus captivante. Les scientifiques débattent depuis longtemps de la possibilité qu'Europe puisse avoir des panaches de vapeur d'eau jaillissant de sa surface. Les observations du télescope spatial Hubble ont fourni des indices alléchants de tels panaches. Si cela est confirmé, cela signifierait qu'Europe éjecte également des échantillons de son océan dans l'espace. Des données récentes suggèrent également l'existence de poches d'eau peu profondes au sein de la coquille de glace elle-même. Tout cela dresse le tableau d'un monde dynamique, avec un vaste océan salé, chauffé par un four interne, avec un fond marin rocheux peut-être parsemé de cheminées hydrothermales porteuses de vie. La question de l'habitabilité d'Europe est si captivante qu'elle est la cible de la mission Europa Clipper de la NASA. Lancée en octobre 2024, Clipper n'est pas conçu pour trouver directement la vie, mais pour être notre première éclaireuse dédiée d'un monde océanique. Elle effectuera des dizaines de survols rapprochés, certains aussi bas que 25 km au-dessus de la glace, en utilisant un radar de pénétration de glace pour mesurer l'épaisseur de la coquille et un magnétomètre pour cartographier la profondeur et la salinité de l'océan. Clipper nous fournira la reconnaissance détaillée dont nous avons besoin, identifiant les endroits les plus prometteurs pour chercher la vie à l'avenir. Mais ce n'est pas la seule Lune à avoir un secret à révéler. Notre prochaine étape nous emmène vers les magnifiques anneaux de Saturne et vers un petit bijou d'un blanc éclatant nommé Encelade. Avec seulement 500 km de diamètre, Encelade pourrait tenir à l'intérieur de l'État de l'Arizona. Pendant longtemps, elle a été considérée comme guère plus qu'une boule de neige inerte. Mais en 2005, la sonde Cassini a fait une découverte qui allait changer à jamais notre vision de ces petits mondes glacés. Alors que Cassini passait, elle a vu quelque chose d'extraordinaire au pôle sud de la Lune. 4 longues fissures parallèles dans la glace, incandescentes d'une chaleur étrange. Surnommées « rayures de tigre », elles crachaient de colossaux panaches de vapeur d'eau et de particules de glace à des centaines de kilomètres dans l'espace. Encelade était un monde cryovolcanique, une lune geyser éjectant activement le contenu d'un océan caché dans le vide. Ce fut un moment décisif. Alors que l'océan d'Europe était sous-entendu, voici une lune qui nous offrait littéralement un échantillon. Les contrôleurs de mission ont audacieusement reprogrammé Cassini pour qu'elle traverse directement ses panaches. Ces instruments allaient goûter la pulvérisation d'une mer extraterrestre. Ce qu'ils ont trouvé était stupéfiant. Les panaches étaient principalement de la vapeur d'eau, mais avec un cocktail fascinant d'autres molécules, des composés organiques simples et complexes, du dioxyde de carbone, de l'ammoniac et de l'hydrogène moléculaire, une source de nourriture puissante pour certains microbes. Ils ont également trouvé de minuscules grains de roche de silice qui n'auraient pu se former dans l'eau qu'à des températures d'au moins 90 degrés Celsius. C'était la preuve irréfutable de l'existence des vents hydrothermaux actifs sur le fond marin, tout comme ceux que nous imaginons sur Europe. La liste de contrôle pour un monde habitable était en train d'être cochée. De l'eau liquide, confirmé, de l'énergie, les évents hydrothermaux en fournissent, des éléments chimiques essentiels, les panaches en étaient riches. Pendant des années, la seule pièce manquante était le phosphore, un élément essentiel pour l'ADN, l'ARN et le transport d'énergie dans les cellules. Puis, en réexaminant d'anciennes données de Cassini, les scientifiques l'ont trouvé. Ils ont détecté des phosphates dans les grains de glace qui composent l'anneau E de Saturne, qui est alimenté presque entièrement par les panaches d'Encelade. Avec cette découverte, Encelade est devenu le premier monde au-delà de la Terre où nous avons trouvé des preuves directes de tous les ingrédients clés de la vie réunie.
Cependant, la science n'est jamais aussi simple. Une complication récente provient d'expériences en laboratoire montrant que le rayonnement spatial frappant la glace de surface pourrait également produire des molécules organiques simples. Cela soulève une énigme fascinante pour les futures missions. Comment distinguer les composés organiques créés dans un océan potentiellement porteur de vie de ceux qui sont apparus à la surface sous l'effet du rayonnement? Bien que cela complique la recherche, l'abondance même d'hydrogène moléculaire et de composés organiques complexes dans le matériau de panache le plus frais indique toujours fortement un océan riche et chimiquement actif, une sorte de festin géochimique gratuit qui n'attend que d'être consommé. Encelade offre une proposition irrésistible. Contrairement à Europe, où nous devons envisager de forer à travers des kilomètres de glace, Encelade nous offre gratuitement des échantillons de son océan. Une future mission pourrait simplement orbiter et traverser les panaches avec des instruments conçus pour rechercher les déséquilibres chimiques révélateurs qui pourraient être un signe définitif de vie. Une mission comme celle-là, un Orbilander d'Encelade, est une priorité absolue pour de nombreux planétologues. Quand nous les comparons, l'océan d'Europe est probablement beaucoup plus ancien et plus grand, donnant à la vie plus de temps pour évoluer. Encelade a peut-être un océan plus jeune, mais elle nous offre un échantillon direct. Ces deux mondes nous ont appris que la zone habitable ne concerne pas seulement la distance par rapport à une étoile, mais peut aussi exister dans les profondeurs cachées des lunes glacées. Mais notre système solaire possède un autre monde qui défie véritablement notre définition de la vie. Notre destination finale est peut-être le monde le plus étrange du système solaire, Titan. La plus grande lune de Saturne est une véritable anomalie. C'est la seule lune dotée d'une atmosphère épaisse, encore plus dense que celle de la Terre. Pendant des siècles, sa surface a été complètement cachée par une brume orangée épaisse. Nous savions que son atmosphère était principalement composée d'azote, comme la nôtre, mais aussi riche en méthane, ce qui lui donnait un aspect brumeux et primordial. Certains scientifiques se demandaient si c'était un instantané gelé de la Terre avant l'apparition de la vie. La mission Cassini et sa sonde Huygens ont finalement levé le voile en 2005. Huygens est descendu à travers les nuages orangés et s'est posé sur une surface étonnamment familière, mais profondément étrangère. Elle a renvoyé des images de ce qui ressemblait à des littoraux et des lits de rivières. Mais sur Titan, où la surface est à une température glaciale de moins 179 degrés Celsius, l'eau est aussi dure que la roche. Le liquide qui a creusé ces reliefs et qui remplit ces vastes lacs et mers n'est pas de l'eau. C'est du méthane et de l'éthane liquide. Titan a un cycle météorologique avec des nuages, de la pluie, des rivières et des mers, mais c'est un cycle de méthane. Cela seul le rend fascinant. Mais pour l'astrobiologie, cela pose une question folle. La vie pourrait-elle exister dans un liquide autre que l'eau? C'est l'idée de la vie telle que nous ne la connaissons pas. La vie sur Terre est basée sur l'eau. Mais le méthane pourrait-il fonctionner? Théoriquement, c'est possible. La vie sur Titan devrait être radicalement différente. Ces cellules ne pourraient pas utiliser des membranes comme les nôtres qui se désintégreraient dans le méthane. Les scientifiques ont proposé une alternative théorique, un azotosome, une membrane cellulaire composée de composés azotés qui pourraient rester stables dans les mers glaciales de Titan. Le métabolisme serait également incroyablement lent. Toute vie là-bas évoluerait à une échelle de temps que nous pouvons à peine imaginer, grandissant et évoluant sur de vastes périodes. La surface de Titan est une expérience géante de chimie organique à l'échelle planétaire. La lumière du Soleil décompose le méthane dans l'atmosphère et les composants se recombinent en molécules organiques plus complexes. Cette suie organique pleut, recouvrant la surface. Au cours de milliards d'années, ces composés se sont déposés dans les lacs de méthane liquide, faisant peut-être les premiers pas vers une biochimie totalement étrangère. Mais Titan pourrait avoir deux chances d'abriter la vie. Comme les autres lunes, il existe de solides preuves que Titan abrite également un océan caché d'eau liquide, profondément sous sa croûte glacée, probablement mélangée à de l'ammoniac qui agit comme un antigel.
Cela crée une possibilité stupéfiante. Pourrait-il y avoir deux biosphères distinctes sur une seule lune? Une vie étrange, lente, basée sur le méthane dans les mers de surface, et des microbes plus familiers, basés sur l'eau dans l'océan profond et sombre en dessous? L'impact d'un astéroïde pourrait faire fondre la croûte, créant une mare temporaire où l'eau liquide se mélangerait aux matières organiques de surface. Une recette parfaite pour les étapes chimiques qui précèdent la vie. L'exploration de ce monde nécessite une approche révolutionnaire. Un rover est limité, un orbiteur ne peut pas voir les détails. Pour vraiment comprendre Titan, nous devons voler. Et c'est exactement ce que la NASA prévoit de faire avec la mission Dragonfly. Prévue pour un lancement en juillet 2028, Dragonfly est un quadricoptère de la taille d'une voiture, alimenté par énergie nucléaire, un drone conçu pour voler à travers l'atmosphère dense de Titan. Son air dense et sa faible gravité en font un endroit parfait pour l'exploration aérienne. Dragonfly pourra voler d'un endroit à l'autre, couvrant des dizaines de kilomètres en un seul bond. Son objectif principal est d'étudier la chimie prébiotique de Titan. Il atterrira sur divers sites forants pour analyser la matière organique. Une cible clé est le cratère Selk, où l'eau liquide de l'impact aurait été mélangée à des matières organiques de surface pendant des milliers d'années. C'est un emplacement de choix pour rechercher les signatures chimiques qui auraient pu concocter les ingrédients de la vie telle que nous la connaissons. Dragonfly ne cherchera pas la vie existante, mais les indices chimiques qui pourraient nous dire comment la vie commence, avec et sans eau. L'exploration d'Europe, d'Encelade et de Titan représente un nouvel âge d'or de l'exploration planétaire, axé sur les mondes océaniques de notre système solaire. La prochaine décennie promet d'être riche en découvertes. Le fleuron de cette nouvelle ère est la sonde Europa Clipper de la NASA, déjà en route pour son voyage de plusieurs années vers Jupiter. Lancée en octobre 2024, elle devrait arriver en avril 2030. La conception de la mission est une danse brillante avec le danger. Orbiter directement Europe grillerait l'électronique de la sonde dans les ceintures de radiation écrasante de Jupiter. Au lieu de cela, Clipper effectuera des dizaines de survols brefs et intenses, plongeant pour recueillir des données avant de se retirer en sécurité. Son instrument Reason agira comme une échographie géologique, utilisant des ondes radio pour chercher l'océan et cartographier les poches d'eau dans la glace. L'instrument SUDA recueillera les minuscules particules éjectées de la surface, les analysant pour détecter des sels ou des matières organiques provenant de l'océan. Clipper est notre éclaireur, chargé de créer la première carte haute définition d'un monde potentiellement habitable. Pendant ce temps, les scientifiques planifient avec enthousiasme notre retour vers Saturne. Une mission de suivi vers Encelade est une priorité absolue, avec des concepts pour une sonde qui traverserait les panaches avec des instruments bien plus sensibles que ceux de Cassini, capables de détecter des biomarqueurs complexes. Et puis il y a Dragonfly, notre révolutionnaire engin volant destiné à Titan. Son lancement en 2028 marque le début d'une nouvelle façon d'explorer, parcourant de vastes distances pour comprendre ce qui se passe lorsque les éléments constitutifs de la vie sont abondants. Bien sûr, la recherche n'est pas facile. L'immense couche de glace d'Europe est une énorme barrière. La vie, si elle existe, pourrait être microbienne et difficile à trouver. Et les biosignatures peuvent être ambiguës. La nature peut produire des molécules organiques complexes sans biologie. C'est pourquoi la recherche sur les processus non biologiques, comme les radiations, est si cruciale. Elle nous aide à repérer les signaux qui se démarquent vraiment. Nous devons également être incroyablement prudents pour ne pas contaminer ces mondes immaculés avec nos propres microbes terrestres. Malgré les obstacles, la récompense potentielle est incommensurable. La scène est prête. Les missions sont en route. Et pour la première fois dans l'histoire, nous avons les outils pour découvrir ce qui pourrait nager dans l'eau en dessous. Le voyage vers ces mondes océaniques est plus que de la simple science. C'est une entreprise humaine. Il repousse les limites de notre technologie et de notre imagination.
La découverte d'un seul microbe sur Europe ou des précurseurs chimiques de la vie extraterrestre sur Titan serait l'un des moments les plus marquants de l'histoire. Cela prouverait que l'étincelle de vie n'est pas un miracle unique à la Terre, mais un phénomène cosmique courant. Si cela vous époustoufle, faites le buzz autour de cette vidéo. Écrasez ce bouton « J'aime », partagez-la avec tous les passionnés d'espace que vous connaissez, et faisons en sorte que le monde ressente le frisson de la découverte au-delà de la Terre. Alors, qu'en pensez-vous? Après avoir entendu l'épreuve, sur lequel de ces trois mondes misez-vous? Europe, Encelade ou Titan? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Nous avons commencé avec une simple question. La vie pourrait-elle exister sur ces lunes? Nous avons parcouru 1 milliard de kilomètres, plongé sous des kilomètres de glace et survolé des cieux de méthane. La réponse est un retentissant et passionnant peut-être. Nous avons Europe, avec un océan si vaste qu'il éclipse le nôtre. Nous avons Encelade, une petite lune qui offre généreusement des échantillons de sa mer habitable. Et nous avons Titan, un monde extraterrestre, qui nous force à remettre en question notre définition même de la vie. Pendant des siècles, nous avons levé les yeux vers les étoiles, et nous nous sommes demandé si nous étions seuls. Maintenant, nous savons que la meilleure question pourrait être « Qu'est-ce qui vit dans les océans d'à côté ?» Ces lunes ne sont plus de simples points lumineux, ce sont des destinations. Ce sont des mondes qui ont le potentiel de réécrire nos manuels de biologie et de remodeler notre compréhension de notre place dans le cosmos. La recherche est lancée. Les explorateurs robotiques sont en route. Et quoi qu'ils trouvent, la réponse changera tout.